Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Il est 12h30 sur les ondes d'Alger Chaîne 3, le journal de la mi-journée présenté par Nariman Nouali. Bonjour Nariman. Bonjour Ali, dans l'actualité, ces orientations du président de la République pour renforcer le réseau ferroviaire avec le lancement de 2 nouveaux projets dans le sud du pays. Organisation et investissement dans la filière du marbre, le chef de l'État instruit d'interdire l'importation de dalles finies afin de soutenir le produit national. Renouvellement par moitié des membres du Conseil de la Nation, 58 sièges à pourvoir. Le taux de participation dépasse les 96% en attendant la proclamation par l'autorité des élections des résultats provisoires. La France a utilisé massivement des armes chimiques en Algérie, interdites pourtant à l'époque. Un documentaire vient conforter une vérité historique que la France s'entête à ignorer. Nous écouterons sa réalisatrice. L'ONU alerte sur un risque de génocide après la coupure par Israël de l'approvisionnement en électricité à Gaza, alors que les pourparlers devaient reprendre à Doha. Madame, Monsieur, bonjour. Renforcement du maillage ferroviaire à travers le pays, la région sud en particulier. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, donne des instructions pour le lancement immédiat des projets des lignes El Rouad Taman Rasset et El Mnia Timimoun Adrar en raison de leur importance stratégique pour l'économie nationale ainsi que pour la dimension sociale. Des projets structurants souligne l'économiste Mahfoud Kaoubi, extrait de l'invité du jour avec Nariman Mendil. On est en phase de rattrapage. Les projets inscrits sont considérés comme des projets structurants qui ont mobilisé énormément d'argent, qui ont été financés par le Trésor principalement. L'urgence, il aurait été possible de penser à des montages financiers différents, mais disons-le que la question la plus importante qui se pose, c'est de réaliser dans les meilleurs délais et au moindre coût, pour que le temps économique soit respecté et que les projets inscrits puissent avoir la dynamique nécessaire. La ligne Rouad Taman Rasset rejoindra Berriyane dans sa première tranche. L'étude sera bientôt achevée, selon Hassan Bellounis, chef de daïra de Berriyane, au micro de Mahfoud Karkar. L'étude est à un stade avancé. Les travaux devraient débuter prochainement. Ce projet insufflera une nouvelle dynamique dans la région, d'autant que la première gare dans la wilaya de Gherdaya sera dans la commune de Berriyane. Les stagiaires du secteur du transport pourront tirer profit de sa réalisation. Des commerces devraient également ouvrir dans le quartier de Cheikh Amer au centre-ville. Ce projet vital facilitera l'acheminement des produits algériens vers l'Afrique. S'agissant de la ligne ferroviaire qui reliera Adrar à partir d'El Mnia, les citoyens saluent d'ores et déjà le projet. تم قرار رئيس الجمهورية متابعة مشروع السكة الحديدية، مشروع مهم لولاية المنيعة الفتية هذه. نتمن هذه القرارات خاصة مشروع السكة الحديدية بالمنيعة، الاستثمار في المشاريع الكبرى والصغرى اللي من شأنها توفر مناصب شغل للشباب. Et lors de la réunion du Conseil des ministres, le chef de l'État a également instruit d'interdire l'importation des dalles de marbre finies ainsi que d'organiser la filière marbre et de développer cette industrie. Cette décision est saluée au regard de l'important potentiel en Algérie. Omar Hasnaoui, directeur général du groupe des sociétés Hasnaoui, contacté par Maïssa Smaïl. Le marbre et le granit sont 2 matériaux qui sont existants en Algérie avec des quantités vraiment faramineuses, avec des qualités différentes, des couleurs différentes qui peuvent permettre un potentiel important en termes d'exportation et bien sûr en premier lieu en satisfaction du besoin national. Aujourd'hui, nous pensons qu'il y a énormément de producteurs qui n'ont pas eu leur chance malheureusement, c'est-à-dire de développer leur production. Aujourd'hui, nous pouvons dire que les matériaux et la transformation de marbre et de granit, nous avons les capacités nécessaires afin de satisfaire les besoins du marché, d'ouvrir le potentiel et d'ouvrir de nouveaux fronts, de nouvelles carrières, de nouvelles variétés de marbre de granit pour satisfaire l'éventail important du marché national. Et s'agissant de l'importation du bétail à l'occasion de l'Aïd al-Adha, des instructions ont été données à l'effet d'élaborer un cahier des charges afin de lancer une consultation internationale avec des pays capables de fournir jusqu'à 1 million de têtes de bétail. Lina Adouche.
L'Algérie prévoit l'importation d'1 million de moutons pour renforcer l'offre sur le marché, une initiative perçue comme un soutien important pour le secteur, selon Brahim Amrani, vice-président de la Fédération nationale des éleveurs. Cette décision d'aller vers l'importation est très sage. D'abord parce qu'il n'y a pas un nombre assez satisfaisant pour satisfaire la demande de tous les citoyens. Et d'un autre côté, pour aider et stopper l'hémorragie dans le cheptel national. Parce que si on ne trouve pas d'agneau mâle à sacrifier le jour de l'Aïd, on s'oriente vers la femelle parce que le mâle est rare, donc il est cher. Donc qui sacrifie la femelle, il est en train de détruire son usine de production. Cette décision devrait contribuer à une stabilisation des prix et à un meilleur accès à l'offre locale. La rareté fait la cherté. Quand ce n'est plus rare et le produit est disponible sur le marché national, les prix vont baisser automatiquement. D'abord, c'est une action salvatrice pour nos femelles productrices et si on n'égorge pas la femelle, on renforce le cheptel national et si on renforce le cheptel national, une affaire de 2 ans et demi à 3 ans, on va reprendre le cheptel national et on va s'autosuffire. Avec cette importation, les autorités comptent renforcer l'offre et contenir la hausse des prix du bétail pour une meilleure stabilité du marché. Suite à l'accident de la circulation mortelle survenu jeudi dernier sur la route reliant Ain Karmas à Frenda dans la wilaya de Tiaret ayant causé le décès de 2 écoliers et blessé 33 autres, le tribunal correctionnel de Frenda a déféré devant le même tribunal en comparution immédiate le chauffeur du camion de transport public. Il est accusé d'homicide involontaire avec un véhicule poids lourd, blessure involontaire, circulation à gauche et excès de vitesse. Renouvellement par moitié des membres du Conseil de la Nation. Le scrutin s'est déroulé hier au niveau des APUI. 426 candidats pour 58 sièges à pourvoir. Les opérations se sont déroulées dans de bonnes conditions, affirme Karim Khelfen, président par intérim de l'autorité nationale indépendante des élections. L'opération s'est déroulée dans des conditions tout à fait normales en ce qui concerne les observateurs. Il n'y a aucun candidat, que ce soit des partis politiques ou des indépendants, qui n'ait pas de représentants ou d'observateurs au niveau des bureaux de vote. C'est un point important pour nous, pour le bon déroulement et la crédibilité, ainsi que la transparence de l'ensemble du processus électoral. L'autorité a 48 heures pour proclamer les résultats provisoires à partir de la réception du dernier PV. Les explications de Tahardine Ammari, enseignant droit public contacté par Maya Adkins. Étapes après ce scrutin, d'après sur la base de l'article 238 de la loi de 2021, le président de l'autorité nationale des élections proclame les résultats provisoires dans un délai de 48 heures à compter de la réception des PV de dépouillement et de centralisation des résultats par l'ANI. Par la suite, le président de l'ANI les transmet accompagnés des PV de dépouillement et de centralisation des résultats à la Cour constitutionnelle. Tout candidat sur la base de l'article 240 de la loi de 2021 a le droit de contester les résultats auprès de la Cour constitutionnelle dans un délai de 24 heures qui suivent la proclamation des résultats provisoires. La Cour constitutionnelle statue sur les recours dans un délai de 3 jours francs. Par la suite, la Cour constitutionnelle proclame les résultats définitifs dans un délai de 10 jours à compter de la date de la réception des résultats provisoires. Des propos recueillis par Maël 15. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a reçu ce matin au siège du ministère des Affaires étrangères l'ancienne vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, Monique Nsanza Baganoa, dans le cadre du renforcement des relations entre l'Algérie et l'UA. Le film Algérie section armes spéciales diffusé hier soir sur RTS confirme une vérité historique ignorée ou tue par la France, à savoir l'utilisation massive des armes chimiques, des armes qui étaient prohibées déjà durant la période coloniale, et la France qui faisait partie des premiers signataires de l'accord contre les armes chimiques, s'appuyant sur les recherches de Christophe Lafaye. La réalisatrice Claire Billet a recueilli de nombreux témoignages et perçu les traumatismes, elle le dit à Hamid Belkacem. Donc ça faisait longtemps que je m'intéressais à la mémoire de la guerre d'indépendance algérienne. J'ai appelé l'historien Christophe Lafaye et je lui ai posé la question de son travail. Il m'a dit là qu'il travaillait sur l'usage des armes chimiques pendant la guerre d'Algérie. J'ai même fait quelques recherches et je me suis rendu compte que personne savait en fait, parce que c'était un des derniers grands tabous de la guerre d'Algérie, du moins en France. Et je me suis dit que c'était pas possible qu'on n'en parle pas. J'ai écrit un article pour la revue 21
Et en collaboration avec ma maison de production Solent, nous sommes partis filmer des anciens combattants français. J'ai retrouvé un ancien appelé qui avait écrit un ouvrage à compte d'auteur sur Internet. Et les autres témoins français sont des anciens combattants que Christophe Lafaye a retrouvés lui-même. Et c'est difficile car c'est une mémoire traumatique. Et il y a aussi des gens qui refusaient de témoigner. Il y a des gens qui m'ont dit, vous savez, au crépuscule de ma vie, vous imaginez bien que je veux pas revenir sur des moments comme ça. Et pourtant, moi non, je pense que l'histoire doit être dite, elle doit être écrite. L'accès aux archives reste important pour rétablir la vérité, souligne la réalisatrice Claire Billet. Les opérations, l'usage des armes chimiques étaient classées secret défense par l'armée française. Donc c'est une histoire méconnue. Je pense qu'il y a une grande sensibilité aujourd'hui encore, dont moi je comprends encore aujourd'hui l'ampleur en France. Et ce que je voudrais ajouter, ce qui m'a choqué, c'est que l'histoire ne soit pas dite. Et ce qui m'a choqué aussi, c'est que l'historien Christophe Lafaye n'ait pas entièrement accès, qu'ils doivent se battre pour avoir accès aux archives militaires françaises. Parce que les archives, pour moi, elles représentent un droit fondamental de nous, citoyens, à savoir ce qui a été fait en notre nom. Et je n'accepte pas que les archives soient fermées pour des questions de sensibilité, alors que nous avons besoin de connaître notre histoire à tous. Donc je fais ça pour nous tous en tant que peuple. Des propos recueillis par Hamid Belkacem. La police espagnole a démantelé à Marbella, dans le sud de l'Espagne, un réseau international de trafic de stupéfiants ayant des liens avec une organisation marocaine spécialisée dans le trafic de drogue et le crime organisé. 5 membres de ce réseau ont été arrêtés et plus de 800 kg de cocaïne ont été saisis. Trêve à Gaza, négociations sous tension au Qatar. Une délégation israélienne est attendue à Doha pour des négociations indirectes avec le mouvement de résistance Hamas sur la prolongation du cessez-le-feu à Gaza, un sujet marqué par de profonds désaccords. À la veille de ce pourparler, Israël a intensifié sa pression. Elle décide de couper l'électricité dans l'enclave. L'ONU met en garde. En tout cas, pour Washington, il y a des chances pour parvenir à un compromis. Plus de détails avec le journaliste Ziad Meddour. Il répond depuis Gaza, Rabia Slimani. Le président Trump et la nouvelle administration américaine, ils veulent avoir un rôle plus important au Moyen-Orient, en négociant directement avec le Hamas sans passer par Israël. Et normalement, à partir de 3 mars, prévu des négociations pour arriver à une deuxième phase, c'est-à-dire poursuivre la libération des prisonniers et des débuts de la retrait israélien de toute la bande de Gaza et surtout l'entrée de tous les matériaux de construction pour la reconstruction de Gaza. Or, l'occupation, il a fermé les passages, il n'a pas appliqué la porte. Et hier, il a coupé l'électricité à la station d'eau, évidemment, un peu que l'occupation, l'objectif, c'est mettre la pression. Mais aujourd'hui, il y a des négociations directes entre le mouvement Hamas et l'administration américaine. Semaine décisive pour l'Ukraine. Le président Zelensky est attendu aujourd'hui en Arabie Saoudite pour une rencontre entre la délégation de Kiev et une équipe américaine qui compte y évoquer de futures négociations de paix pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Quelle est la marge de manœuvre de la délégation ukrainienne? Élément de réponse avec l'analyste Bruno Drowski, il est contacté par Rabia Slimani. Toute la question, c'est ce que feront les États-Unis. Je pense qu'ils souhaitent 2 choses, c'est-à-dire récupérer le maximum de minerais et de richesses ukrainiennes d'un côté et essayer de se rapprocher de la Russie pour l'éloigner de la Chine. Pour cela, évidemment, ils ont besoin de, si je peux dire, de faire taire Zelensky et de faire taire les armes en Ukraine. La médiation saoudienne prend toute son importance entre les États-Unis et la Russie, puisqu'on sait que, évidemment, les Saoudiens ont réussi à développer des relations avec la Russie qui sont utiles pour elle au point de vue politique, mais aussi au point de vue commercial. Au moins aujourd'hui un jeu à 3, c'est-à-dire États-Unis, Russie, Chine. L'Europe compte pour peu de choses. La guerre en Ukraine, en quelque sorte, a été un des révélateurs, à côté du conflit en Asie occidentale et en Palestine, de l'affaiblissement puissance occidentale et de leurs alliés. L'Europe tente de se mobiliser pour l'Ukraine. En France, 2 réunions avec les partenaires européens sont prévues pour réaffirmer le soutien à Kiev et évoquer la piste d'envoi de troupes de maintien de la paix sur place. On a vu à quel point l'industrie européenne, et en particulier l'industrie de défense européenne, ne s'était pas illustrée par une grande efficacité en Ukraine. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, les pays de l'Union européenne sont des
puissance en affaiblissement parce qu'ils n'ont pas d'énergie, ils ne savent pas où trouver les sources d'énergie. Ils ont rompu avec la Russie. Ils dépendent des États-Unis en partie maintenant pour leur énergie. Relation qu'elle entretient difficile avec de nombreux pays, y compris avec les États-Unis. Les dirigeants européens peuvent montrer tomber du torse sur le plan des déclarations, mais au final, c'est les rapports de force qui comptent. Et dans les rapports de force, l'Europe aujourd'hui ne compte pas pour grand-chose. Les Ukrainiens, si Zelensky a cru pouvoir s'appuyer sur des puissances européennes, je pense qu'il est en train de découvrir que ces puissances ne sont pas si puissantes. Des propos recueillis par la BA Slimani. L'Institut national de santé publique sensibilise en ce mois de Ramadan, notamment sur la sécurité au travail. Des catégories sont ciblées, souligne le directeur général de l'Institut, professeur Bouamra, au micro de Hassan Chemmash. L'objectif principal de cette journée est de rappeler aux employeurs de prendre toutes les précautions nécessaires et des mesures préventives prévues par la loi, puisqu'il y a une loi qui protège les travailleurs, et dans le but est d'assurer un environnement de travail sain pour tout le monde. Des recommandations seront issues à la fin de cette journée. Ces recommandations seront axées sur le rôle du médecin du travail, notamment dans l'accompagnement des employeurs, notamment aussi à travers la sensibilisation et la mise en place des mesures de prévention afin de réduire ces accidents. Des propos recueillis par Hassan Chemmash. En ce mois de Ramadan, les boulangers s'évertuent à préparer et à proposer une multitude de pains. La qualité et la variété sont au rendez-vous. Reportage de Maël Kaz. Pain farci, miche aux différents grains, ficelles, fougasses, l'heure n'est plus seulement à la baguette ordinaire. Les boulangers font preuve d'un certain art et savoir-faire pour diversifier leurs produits en cette période particulière. On a fait des nouveaux modèles de pain. On a un pain focaccia, c'est du pain avec de la tomate, des oignons, du fromage qui a été gratiné au four. Solkoum Badou, chef pâtissier. C'est une pâte à pain focaccia, c'est un pain italien. C'est un pain qu'on fait à 200 dinars, donc il est bien garni. Là vous avez un pain aux olives, donc qui a été pétri avec de l'huile d'olive et des olives fraîches à l'intérieur. Il est à 100 dinars. Ce sont des grammages assez consistants. On a un pain semoule, donc avec des graines de sésame noir par-dessus. On a le pain parisien, c'est une farine améliorée. Ce sont des farines avec des céréales à l'intérieur, donc on a vraiment de la demande et c'est pour ça qu'on produit en quantité. Face à cette variété de pain qui attire le regard des jeûneurs, certains cèdent à la tentation de vouloir en acheter plusieurs. Enfin, je me déplace jusqu'à Blida pour acheter plus de 5 baguettes de pain et de metlah, alors qu'on n'est pas très nombreux. Chaque fin de journée, passage obligatoire à la boulangerie. Je prends à chaque fois pain au fromage, aux olives et à la tomate. On se fait plaisir pendant le ramadan vu qu'une D'autres par contre demeurent modérés vis-à-vis de cette diversité. J'achète ce qu'il me faut, pas plus. De temps en temps, acheter une deuxième variété de pain ou d'olive au lieu d'une seule variété. J'achète, mais pas 3-4 variétés de pain. Cette abondance de pain réalisée pendant ce mois sacré ne doit pas faire perdre de vue que les citoyens, en cédant à la gourmandise, peuvent basculer dans le gaspillage en achetant de grandes quantités. Ces dernières, non consommées, finissent souvent dans les bennes à ordures. Et à propos de gaspillage, il y a le ministère du Commerce intérieur en collaboration avec les secteurs concernés qui lance une campagne nationale pour lutter contre ce phénomène, à savoir le gaspillage alimentaire durant ce mois sacré. On va passer à l'actualité sportive, Ali Hamouche, avec ces modifications apportées au calendrier du championnat de Ligue 1, en l'occurrence la 20e journée. Des modifications donc, qui concernent la 20e journée. Donc la Ligue de football professionnel a annoncé des modifications en raison des 8e de finale de la Coupe d'Algérie programmée le 11 mars. Ainsi, 2 rencontres prévues à Alger ont été réajustées. Tout d'abord, le match entre le Mouloudia d'Alger et l'USM Khenchela, initialement prévu le dimanche 16 mars au stade du 5 juillet à 22h, est avancé au samedi 15 mars à la même heure et au même lieu, et le derby entre Chabab Riadi de Belouizdad et l'USM Alger, prévu le samedi 15 mars, se déroulera finalement le dimanche 16 mars à 22h au Nelson Mandela Stadium. Et un autre changement a été opéré. Là, il s'agit de Coupe d'Algérie. Le match entre Chabab Riadi de Belouizdad et l'US Chaouia, comptant pour les 8e de finale de Coupe d'Algérie prévu le 12 mars, qui était prévu au stade du 5 juillet, se déroulera, qui était prévu au stade Nelson Mandela, se déroulera finalement au stade du 5 juillet.
Merci Ali, merci à Selma Figuir et Erdouan Siassi qui étaient à la réalisation du 12-13. Il y avait Yassine à la console technique, un autre Yassine au streaming aujourd'hui et Nesrine à la régie d'antenne.